pleure, pleure, comme une pathétique petite gamine. La voix malade et triomphante de Jacques, mon demi-frère, a résonné à travers la pièce. En plein milieu du tapis, il tenait Sophia, ma petite sœur qui souffre de stress post-traumatique, verrouillée dans un étranglement en triangle, absolument brutal. Les yeux de Sophia se sont révulsés, vitreux sous l'effet des hallucinations de son traumatisme, qui refaisaient surface en masse. Elle ne pouvait plus respirer. Les larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle utilisait désespérément sa toute dernière once de force, pour frapper frénétiquement le tapis avec sa paume, afin d'abandonner. Tape, tape, tape. Mais Jacques n'a pas relâché sa prise. Il a impitoyablement tordu son bras vers l'arrière, resserrant intentionnellement cette prise mortelle. Papa m'a dit de t'apprendre à survivre. Personne dans la rue ne fera de cadeau à une psychopathe comme toi. Il a ricané, s'imprégnant de ce pouvoir d'écraser la propre chair et le propre sang de son beau-père. À la réception, ma belle-mère, Maggie, a pris une gorgée de son eau. Souriant de satisfaction, tout en regardant la fille de son mari s'étouffer, jusqu'à s'évanouir. Il pensait que ce drame familial tordu se déroulerait sans le moindre accroc. Il n'avait aucune idée que dans le coin le plus sombre de la pièce, un fantôme tout juste revenu du Moyen-Orient avait été témoin de tout. Mes yeux sont devenus de glace. J'ai lentement détaché la montre anti-rayure de mon poignet, forçant ma respiration à adopter le rythme régulier d'une machine. Ma botte de combat a frappé le sol avec un bruit sourd et sec, alors que je sortais de l'ombre. Tu aimes maintenir un étranglement pendant 3 secondes supplémentaires, Jacques? Ma voix a fendu l'air, froide comme la glace. Alors je vais te donner très exactement 1 seconde, pour apprendre ce que l'on ressent, face à un véritable cauchemar. Mais, avant que je ne transforme cette unique seconde en enfer pur, pour l'homme qui partage mon nom de famille, je dois vous raconter comment cette mascarade familiale écœurante a commencé. Il y a exactement 30 minutes, lorsque je suis descendu du train, dans le froid glacial de Chicago. J'ai poussé mon épaule contre les lourdes portes à tambour de la gare Union Station. Le crissement métallique du train qui passait au-dessus a instantanément couvert le bourdonnement sourd du terminal. Le vent venant du lac Michigan m'a frappé le visage comme un poing fermé, transportant des éclats de glace déchiquetés qui piquaient mes joues nues. J'ai laissé tomber mon sac de sport de 27 kg sur les carreaux fissurés du trottoir. La lourde toile a heurté le béton avec un bruit lourd et mort. L'odeur âcre du carburant diesel brûlé et des gaz d'échappement rassis de la ville tapissait le fond de ma gorge. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste usée et j'ai sorti mon téléphone. Le coin fissuré de l'écran s'est illuminé, reflétant la dure lumière jaune des lampadaires au-dessus. J'ai ouvert mon application bancaire. Le cercle de chargement a tourné, pendant 2 secondes angoissantes, avant que le tableau de bord ne se charge. Le solde m'a fixé, en chiffres noirs, gras et impitoyables. 0. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'ai affiché l'historique des transactions. Une seule ligne d'opération avait vidé 3 années entières de primes de risque. 15 000 €, effacés en une seule frappe sur le clavier. La description sous le retrait indiquait « Amélioration de l'installation de lutte au sol, Elite Grappling ». Rien concernant Sophia. Rien concernant la thérapie spécialisée en traumatologie, dont elle avait désespérément besoin, pour éloigner ses cauchemars. Juste un virement bancaire massif, directement sur le compte commercial de ma belle-mère. Ma main cicatrisée s'est resserrée autour du bord du téléphone. La coque en plastique a craqué, sous la pression extrême de ma prise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur de briques. La colère n'a pas explosé. Au lieu de cela, elle a gelé, durcissant en un bloc de glace dense et solide, en plein centre de ma poitrine. J'ai replongé le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas hélé de taxi. J'ai attrapé l'épaisse sangle de toile, j'ai hissé le sac de sport sur mon épaule, et j'ai marché dans le froid mordant. 12 pâtés de maison. La gadoue sous mes bottes était un mélange immonde et glacial, de boue et de neige grise. À chaque fois que mon talon frappait le trottoir, une douleur vive remontait à travers mon genou droit. Une vieille blessure profonde jusqu'à l'os, qui palpitait au rythme de la chute des températures. Les rues étaient mortes. Des volets de sécurité métalliques étaient baissés sur les magasins d'alcool et les laveries automatiques. Les nids de poules étaient remplis de glace noire. Le silence absolu de ce quartier ouvrier délabré était suffocant. C'était un contraste écœurant,
avec le bruit assourdissant avec lequel j'avais vécu, pendant 36 mois. Des quarts de nuit de 14 heures, debout sous une pluie glaciale, mâchant de la poussière et du gravier, entendant le rugissement à faire trembler la terre, des explosifs dissimulés déchirant les chemins de terre. J'ai failli y laisser mes jambes, dans un fossé là-bas. Et chaque centime que j'ai gagné dans cet enfer, était censé assurer la sécurité de ma petite sœur. Au lieu de cela, il a été légalement volé. Un vol complètement justifié, sous le nom tordu d'obligation familiale. Où était mon père quand ils ont vidé mon compte à sec? En dehors de la ville. Toujours en dehors de la ville. Détournant le regard, pour maintenir la paix dans son faux foyer recomposé. J'ai continué à marcher. Le froid s'est infiltré, à travers les semelles en caoutchouc usées de mes bottes. Mais, j'ai forcé ma posture à rester droite. Les épaules rejetées en arrière, la colonne vertébrale rigide, les yeux scrutant les trottoirs vides, avec une précision mécanique. Puis, la 42e rue est apparue. Un bâtiment en briques rouges trônait fermement, sur le terrain d'angle. Une immense enseigne au néon, brillait contre le ciel noir comme de la poix. Elite Grappling. La lumière bleue et vive, se répandait sur la neige sale recouvrant le trottoir. Je me suis arrêté, de l'autre côté de la rue. J'ai pressé mon dos contre le poteau d'acier froid d'un lampadaire, laissant les ombres profondes engloutir ma silhouette. J'ai fixé cette lumière brillante. Mon sang, mes muscles déchirés, tout cela s'était transformé, en un vulgaire tube de verre tape à accent grave-l'œil, pour une salle de sport de centre commercial. À travers la grande vitrine de la devanture, l'intérieur semblait insupportablement chaud. De la buée s'accrochait, au bord de la vitre épaisse. J'ai vu Maggie. Elle était assise derrière un élégant bureau de réception en bois, vêtue d'un pull en cachemire blanc immaculé. Elle tenait un gobelet en plastique, rempli d'un liquide ambré, le faisant tournoyer paresseusement, tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Elle avait l'air à l'aise, ayant des droits, complètement intouchables. Personne à l'intérieur de cette cage de verre chauffé, ne savait que la personne qui payait leur facture d'électricité, se tenait juste dehors, dans la gadoue glaciale. J'ai ajusté la lourde sangle sur mon épaule. J'ai traversé la rue, mes bottes ne faisant absolument aucun bruit, sur l'asphalte verglacé. Je me suis arrêté juste devant la porte vitrée. La chaleur rayonnant de l'intérieur, effleurait faiblement la vitre glaciale. J'ai tendu la main, et j'ai enroulé ma main nue et calleuse, autour de la poignée froide en aluminium. Je l'ai tournée. Lentement, régulièrement. Le loquet a cliqué, sans un bruit. Je me suis glissé par l'ouverture étroite, me fondant instantanément dans les ombres profondes et suffocantes, juste à côté de l'étagère à chaussures en métal. J'ai laissé la porte se refermer derrière moi, scellant le vent de Chicago à l'extérieur. Je suis resté complètement immobile, derrière une autre rangée de casiers de rangement en métal. Les dures lumières fluorescentes du plafond, s'arrêtaient net au bord du cadre en acier rouillé, me laissant entièrement, dans un coin noir comme de la poix. L'odeur chimique prononcée des tapis en vinyle flambant neuf m'a frappé le nez, se mélangeant à quelque chose de bien pire. Un parfum d'ambiance à la cannelle, l'odeur signature de Maggie. Cela m'a retourné l'estomac. À travers un espace étroit entre les casiers, je l'ai observé. 52 ans, appuyant ses coudes, sur le bureau de réception poli. Elle tapotait paresseusement le bois, avec ses ongles fraîchement manucurés, les yeux rivés sur le solde bancaire affiché sur l'écran de son téléphone. Complètement détendue, elle vivait comme une reine, avec de l'argent volé. J'ai gardé une respiration superficielle, mes yeux traçant la distance exacte, de mes bottes sales à sa chaise en cuir. Mémorisant chaque serviette tombée, et chaque sac de sport laissé sur le sol, entre nous. Cette odeur artificielle de cannelle, m'a ramené en arrière. Il y a 17 ans, une table de cuisine exiguë, avec un plaquage qui s'écaillait. Pas de gâteau d'anniversaire, pour mes 18 ans. Juste une assiette de jambon bon marché, qui suait, posée juste au centre, à côté d'une bouteille de bière éventée. Le raclement écœurant et aigu d'une fourchette, contre une assiette en céramique. Mon père était assis en face de moi. Les épaules affaissées, le menton enfoui dans sa poitrine. Il refusait, de lever les yeux de son café tiède. Puis, la main de Maggie est apparue, faisant glisser une brochure de recrutement brillante de la marine, à travers la table collante. Sa voix était du pur sirop, parfumé au poison. La maison commence à être un peu étroite, Amber. Jacques a vraiment besoin de sa propre chambre, pour se concentrer sur ses cours.
la paix est bonne. En plus, ils te nourrissent. Pas une seule photo de moi n'avait été laissée sur le mur du salon au moment où j'ai fait mes valises. J'ai signé les papiers, le même après-midi. J'ai vendu mon corps au gouvernement, juste pour acheter à mon père un peu de paix dans sa propre maison. J'étais le sacrifice de sang pour leur nouvelle famille parfaite. Des pas lourds et arrogants m'ont brusquement ramené à la réalité glaciale de la salle de sport. Jacques Fletcher est sorti du vestiaire avec assurance. Une épaisse ceinture noire était nouée de façon parfaitement serrée autour de sa taille. Il portait un rash-guard de créateur, le genre qui coûte plus cher qu'une semaine de course pour une famille normale. Ses muscles saillaient sous le tissu moulant, alors qu'il contractait son corps pour attirer l'attention de la pièce. Un gars corpulent nommé Marcus s'est précipité vers lui, tendant à Jacques une bouteille d'eau en plastique, avec un sourire pathétique et avide. Jacques s'est frappé bruyamment la poitrine, se vantant à la cantonade d'une clé de poignet qu'il venait tout juste d'apprendre en ligne. Il a ri, tapant dans les mains de Marcus. Il était bruyant. Tellement, terriblement bruyant. Un garçon de fraternité gâté et surdimensionné, qui n'avait jamais passé une seule nuit à geler dans la boue. Ni ressenti le goût de cuivre du vrai sang dans sa bouche. Un tigre de papier, entièrement construit sur mon argent. Le haut-parleur Bluetooth bon marché dans le coin, crachait une chanson de rock saccadé. Soudainement, le volume a baissé. L'avertisseur électronique sur le mur a hurlé une note métallique stridente, signalant le 3e round. Maggie s'est penchée en avant, au bureau. Elle a posé son menton dans sa paume, et a tapoté son stylo contre le bois. Au travail tout le monde, a-t-elle lancé. Sa voix a fait écho, sur le large mur de miroir. Et Jacques, souviens-toi, la famille, ça veut dire que tu les pousses plus fort. Jacques a hoché la tête. Un sourire mauvais et tordu s'est étalé sur son visage. Il a lentement tourné la tête, ses yeux balayant les bords de la pièce, jusqu'à ce qu'il se verrouille, sur le coin le plus éloigné du tapis. Sophia. Ma sœur de 22 ans, était plaquée contre la cloison sèche. Ses fines épaules étaient voûtées. Toute sa silhouette se recroquevillait vers l'intérieur, alors qu'elle essayait de cacher, ses mains tremblant violemment, dans la poche avant de son sweat à capuche gris trop grand. Ses yeux dardaient des regards affolés, suppliant quelqu'un, n'importe qui, d'intervenir. Personne n'a bougé. Viens sur le tapis, Sophia, a aboyé Jacques. Il ne demandait pas un partenaire d'entraînement. Il appelait sa proie. Derrière les casiers en métal froid, le muscle de ma mâchoire s'est crispé. J'ai laissé échapper une lente et silencieuse expiration par le nez. Ma main droite s'est ouverte lentement, les doigts cicatrisés se relâchant complètement. Sophia a marché sur le tapis. Ses pieds nus ont frotté contre le vinyle synthétique, produisant un faible grincement. Elle a gardé la tête baissée. Son corps menu frissonnait sous le grand sweat à capuche. Ses grands yeux paniqués parcouraient la pièce, fouillant désespérément les visages des hommes qui se tenaient le long des murs. Cherchant une bouée de sauvetage. Rien. Marcus a tourné son large dos, faisant semblant d'ajuster la bande velcro de son sac de sport. Les autres ont soudainement trouvé le plafond très intéressant. Au bureau de réception, Maggie a incliné son gobelet en plastique, croquant un morceau de glace entre ses dents, avec un son sourd et creux. Elle regardait le tapis, comme une femme au foyer ennuyée, qui zappe les chaînes de télévision l'après-midi. La règle non dite était gravée dans les murs de cet endroit. C'était Jacques qui dirigeait le terrain. Personne n'intervenait quand il décidait d'endurcir sa famille. Jacques a tendu ses deux mains. Sophia a hésité. Elle a levé ses doigts tremblants et a tapoté légèrement ses paumes. À la seconde où sa peau est entrée en contact, Jacques a pété les plombs. Il a bondi en avant, ses lourdes mains saisissant le tissu épais de son col. Il l'a tiré vers le bas, brisant violemment sa posture. Il n'y a eu aucune retenue. Il n'a pas retenu ses coups, pour une fille qui pesait 30 kg de moins que lui. Il a planté son talon, profondément derrière sa cheville, et a balayé sa jambe avec une force brutale. Sophia a été projetée en l'air, pendant une fraction de seconde. Puis est venue la chute. Sa colonne vertébrale a percuté le sol dur, avec un bruit sourd et écœurant. L'impact lui a coupé le souffle, directement dans les poumons. Elle a laissé échapper une respiration sifflante, aiguë et stridente.
alors que tout l'oxygène était violemment chassé de sa poitrine. Je suis resté, parfaitement immobile, dans l'ombre. Des années auparavant, j'avais porté un homme adulte avec la mâchoire fracassée, à travers des kilomètres de boue glaciale, qui m'arrivait jusqu'à la taille. Je l'avais fait, pour ramener un étranger à la maison, auprès de sa famille. Et pourtant, ici, à l'intérieur d'une pièce chauffée. Payé avec mon propre argent. Je regardais, mon demi-frère écraser la vie, de ma propre chair et de mon propre sang. Jacques ne s'est pas contenté de la maintenir au sol. Il a laissé tomber la totalité de ses 86 kg de poids mort, directement sur son étroite cage thoracique. Il a enfoncé son coude osseux, avec force, dans le côté de son cou. Le broyant, dans un mouvement de va-et-vient. La bouche de Sophia s'est ouverte, haletant pour chercher de l'air, qui refusait de venir. Ses mains s'agitaient aveuglément. Ses doigts, se recourbant en griffes serrées, et impuissantes. Ses yeux ont perdu leur focus. Ils sont devenus vitreux. Fixant le vide, à travers le plafond. J'ai reconnu, ce regard vide et creux, instantanément. Le SSPT. Le traumatisme lourd et suffocant, que mon argent, était censé traiter. Sophia ne menait plus un combat d'arts martiaux. Elle était de nouveau piégée, dans la pire nuit de sa vie. Complètement paralysée, par le flashback. Jacques s'est juste esclaffé. Un son bas, et mauvais, vibrant dans sa gorge. Il a balancé sa lourde jambe, par-dessus la tête de Sophia. Emprisonnant son cou et son bras, fermement, entre ses cuisses épaisses. Il a verrouillé ses chevilles ensemble, abaissant ses hanches. Un étranglement en triangle. Les veines du cou de Sophia se sont gonflées contre sa peau pâle. Son visage est rapidement devenu rouge foncé. Elle a jeté son bras libre en l'air. Sa paume a frappé frénétiquement contre le tapis en vinyle bleu. Dans une terreur absolue. Tap tap tap. Un rythme désespéré, suppliant pour sa vie. Jacques a resserré complètement sa prise. Ignorant l'abandon. Papa m'a dit de t'apprendre à survivre. A-t-il rugi, de la salive volant de ses lèvres. Personne dans la rue ne fera de cadeau à une psychopathe comme toi. À la réception, Maggie a pris une autre gorgée de son eau. Elle a souri. Derrière les hauts casiers en métal, ma main a atteint mon poignet. Mon pouce a trouvé le petit fermoir en métal de ma lourde montre de terrain. J'ai appuyé. Clic. Le tout petit son net, du métal qui se détache, a été englouti par la musique rock assourdissante. J'ai fait glisser la montre. La glissant silencieusement, dans ma poche. Les 30 minutes d'attente étaient terminées. La dette arrivait à échéance. Tu aimes maintenir un étranglement, pendant 3 secondes supplémentaires, Jacques? Ma voix a fendu l'air lourd et en sueur. Alors je vais te donner très exactement 1 seconde, pour apprendre ce que l'on ressent, face à un véritable cauchemar. Jacques a sursauté. Son lourd genou a glissé instantanément. Brisant le verrou sur le cou de Sophia. Il a reculé à 4 pattes, et s'est levé rapidement. Laissant tomber ma sœur, comme un jouet cassé. Sophia a halté, cherchant de l'air. Elle a toussé violemment. Traînant son corps menu, vers l'arrière. Jusqu'à ce que, sa colonne vertébrale heurte la cloison sèche. Ses yeux grands ouverts, et larmoyants. M'ont fixé, dans un état de choc absolu. De l'autre côté de la pièce. Le gobelet en plastique a glissé des mains de Maggie. Les glaçons se sont fracassés, contre le bureau en bois poli. L'eau s'égouttant bruyamment, sur le sol. Amber a balbutié Jacques. Il a essayé, de forcer ce sourire arrogant et tordu, à revenir sur son visage. Mais une veine épaisse dans son cou, palpitait. Il ne s'attendait pas, à me voir. Personne ne lui avait dit, que je rentrais à la maison. J'ai enjambé le bord du tapis. Je n'ai pas enlevé, mon lourd manteau d'hiver. Je n'ai pas délacé, mes bottes. Chaque pas que je faisais, sur ce vinyle bleu immaculé, était une insulte forte, et délibérée, à leurs règles minables. Tude, tude, tude. Les lourdes semelles en caoutchouc ont laissé des empreintes sales et humides en plein milieu de son sol sacré. Tu appelles ça une leçon? Étrangler une gamine dépressive, qui a déjà abandonné, ai-je demandé.
Je n'ai pas crié. Ma voix est restée basse, plate et complètement vide. J'ai verrouillé mes yeux, directement dans les siens. Le visage de Jacques a pris une teinte rouge profond et laide. Marcus, et le reste des habitués de la salle, se tenaient figés, nous regardant fixement. L'ego fragile de Jacques avait une mèche très courte. Et je venais de l'allumer, devant tout son public. L'embarras le brûlait vif. Tu te crois dur, parce que tu es parti loin, a aboyé Jacques. Il a bombé le torse, essayant de rendre sa voix plus forte, pour impressionner ses amis. Il a baissé ses hanches dans une posture large, et a levé ses bras épais. Les femmes qui partent sont toujours de simples ceintures blanches, ici. L'alarme électronique des rounds a soudainement retenti sur le mur. Jacques a chargé. Il a baissé la tête, jetant ses 86 kg en avant. Il a tenté une projection, en saisissant les deux jambes. Il voulait me traîner au sol. Il voulait lutter, pour récupérer sa fierté. Je ne fais pas de sport. Je ne me soucie pas de marquer des points. J'ai appris à gérer des hommes faisant 2 fois ma taille. Dans des endroits où personne ne vient vous aider. Je sais comment éteindre un être humain, avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle. Je n'ai pas reculé. J'ai attendu que ses mains épaisses soient à quelques centimètres de ma taille. Puis, j'ai bougé. J'ai décalé le talon de ma botte d'une fraction de centimètre vers la gauche. J'ai complètement esquivé sa ligne d'attaque. Son lourd élan l'a emporté en avant. Ses mains attrapant le vide. Ma main nue a jailli, comme une pince en fer. J'ai saisi le muscle épais à l'arrière de son triceps. À la seconde exacte où son poids a dépassé ma hanche. Je n'ai pas utilisé ma propre force. J'ai utilisé la sienne. J'ai tiré violemment son épaule vers l'avant, forçant le haut de son corps à plonger vers le sol. Au même instant exact, j'ai calé la pointe en caoutchouc dur de ma botte directement derrière son talon. J'ai complètement bloqué ses appuis. Il n'avait plus rien pour se tenir debout. Bang! Le bruit lourd et écœurant de l'os et de la chair s'écrasant contre le sol dur a fait écho sur les miroirs. Jacques a atterri à plat ventre. Sa poitrine a heurté le vinyle si fort que chaque once d'air de ses poumons a été expulsée de sa bouche dans un pathétique couinement aigu, avant même que son cerveau ne puisse envoyer un signal de résistance. J'ai laissé tomber mon poids. J'ai enfoncé mon genou directement au centre de sa colonne vertébrale, le clouant à plat contre le sol. J'ai saisi son poignet et j'ai tordu son bras droit violemment vers le haut, dans son dos, jusqu'à ce que l'articulation se verrouille fermement. Les os de son épaule ont craqué bruyamment. Jacques a laissé échapper un gémissement étouffé, son visage s'écrasant dans sa propre sueur sur le tapis. Je ne l'ai pas endormi. Je l'ai gardé bien éveillé, l'emprisonnant exactement dans la même panique impuissante qu'il venait de faire subir à ma sœur. La chasse physique était terminée. En une seconde très exactement. Maintenant, la torture mentale allait commencer. Je n'ai pas cherché une soumission spectaculaire. Je me suis complètement relâché, transformant mon corps entier en un bloc de plomb massif, pressant Jacques à plat contre le tapis. Ma main droite serrait son épais poignet, tordant violemment son bras le long de sa colonne vertébrale dans une clé de bras serrée. J'ai tiré l'articulation jusqu'à la limite de la rupture. Il a grogné, ses bras lourds se contractant alors qu'il essayait désespérément de me faire basculer. Ses muscles tressautaient sous son rachegar hors de prix. Il a essayé d'utiliser sa force de salle de sport, saccadant violemment ses hanches pour me renverser. C'était complètement inutile. La physique ne se soucie pas du genre. Et elle ne se soucie certainement pas de la poudre de protéines coûteuse. Elle ne se soucie que de l'effet de levier et de la structure osseuse. J'ai légèrement déplacé mon poids. J'ai fait glisser mon épaule gauche vers l'avant, enfonçant le bord dur et osseux de ma clavicule directement dans le creux mou de sa mâchoire. Un cross-face profond. J'ai creusé la pointe en caoutchouc
de ma lourde botte de travail, dans le sol, transférant la totalité de mes 63 kg de poids corporel. Juste, dans ce point de contact unique et impitoyable. La pression intense a tordu son cou à un angle malsain, écrasant sa trachée, à plat contre le sol. Jacques a laissé échapper une respiration sifflante, aiguë et saccadée. La rougeur sombre de ses joues a rapidement tourné au violet foncé d'une ecchymose. L'odeur forte de sa sueur aigre s'est mélangée à l'odeur de la saleté froide des rues, accrochée à ma veste. Il se noyait dans une douleur aveuglante, chauffée à blanc, qui a coupé chacun de ses sens. La musique rock forte martelait toujours depuis les haut-parleurs bon marché. Mais ici, sur le sol, le monde était d'un silence de mort. J'ai baissé la tête, pressant ma joue contre sa peau chaude et moite. J'ai gardé ma voix dans un murmure plat et mort. « Tu aimes cette sensation, Jacques ?» ai-je murmuré. Il a raclé désespérément ses ongles contre le sol, arrachant de fines bandes du vinyle bleu bon marché. « Tu ressens à quel point tu es complètement impuissant en ce moment ?» ai-je murmuré, laissant les mots s'enfoncer dans son cerveau paniqué. L'isolement total, quand personne dans cette pièce ne se lève pour te sauver. C'est exactement ce que tu viens de faire avaler de force à ma sœur. La panique animale pure s'est installée. La bouche de Jacques était grande ouverte, aspirant goulûment l'air raréfié, mais n'obtenant absolument rien. De la salive épaisse s'accumulait au coin de sa bouche. Des larmes physiologiques, celles que le corps fabrique lorsqu'il croit vraiment qu'il est en train de mourir, ont coulé de ses yeux, tranchant des sillons à travers la sueur sur son visage. Son attitude fragile de dur à cuire était complètement brisée. Sa main libre a jailli. Il a commencé à taper sur le tapis. Tape, tape, tape. Un rythme frénétique et pathétique. Il suppliait pour sa vie. Exactement comme Sophia l'avait fait il y a à peine 5 minutes. Regarder une brute se briser complètement sous son propre remède a apporté une lourde et froide satisfaction dans ma poitrine. Si vous avez déjà eu à tenir tête à un membre toxique de votre famille pour protéger quelqu'un que vous aimez, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Écrivez le mot karma dans les commentaires ci-dessous si vous savez exactement à quel point ce moment est doux. J'ai baissé les yeux vers sa lourde main qui frappait le vinyle. Tape. Tape, tape. C'était le signal universel de l'abandon. La règle d'or dans sa salle de sport était de lâcher prise à la seconde où quelqu'un tape. On se serre la main. Et le perdant a le droit de garder un petit lambeau de sa dignité. Mais, je ne vivais pas selon ces règles minables. Il n'avait pas lâché Sophia quand elle l'avait supplié. Le coin de ma bouche a tressailli, se relevant en un sourire lent et glacial. Le chronomètre du round s'égrenait sur le mur. Je n'ai pas desserré ma prise d'un seul centimètre. Non. J'ai lâché ce seul mot dans le silence de mort de la pièce. C'est tombé comme une lourde pierre. La main de Jacques continuait de frapper le tapis dans un rythme paniqué et erratique. Tape, tape, tape. Je n'ai pas resserré ma prise. Je ne l'ai pas non plus relâchée d'un seul millimètre. Je l'ai gardé piégé, juste là. Complètement suspendu. Dans cet espace terrifiant. Entre la douleur insupportable et la suffocation. Les gars qui se tenaient contre les murs avaient l'air malades. Toute la couleur a déserté le visage de Marcus. Personne n'a bougé un muscle pour l'aider. Une pression froide et lourde remplissait la pièce, écrasant chaque once de combativité qui leur restait. Ils n'étaient que des garçons, jouant au dur dans une pièce chauffée. Et ils le savaient. J'ai gardé mon poids de corps, pressé fermement sur la colonne vertébrale de Jacques. Mais j'ai lentement relevé la tête. Mes yeux ont balayé le tapis bleu, ignorant les habitués de la salle, et se sont verrouillés directement sur le bureau d'accueil. Maggie Kim, ma belle-mère, était debout maintenant. Ses mains parfaitement manucurées agrippaient le bord du bureau en bois, si fort que ses jointures
était blanche comme l'os. Sa bouche s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. C'était comme si j'avais ma main fermement enroulée autour de sa gorge, à 9 mètres de distance. La femme, qui était assise là, buvant de l'eau glacée, et souriant avec suffisance. Pendant que son grand-fils torturait ma sœur. Le regardait maintenant se tortiller. Comme un ver impuissant, sous mes bottes sales. Je n'ai pas élevé la voix. Mais je l'ai projetée, parfaitement. Pour que chaque personne dans la pièce puisse m'entendre. Tu fais tourner cet endroit, sur 15 000 €, de ma prime de risque, ai-je dit. Ma voix était plate et tranchante. Coupant net, à travers l'air lourd. Maggie a tressailli. Comme si je l'avais giflé. Tu as vidé le fonds de thérapie de Sophia, pour acheter de l'équipement de créateur, à ce déchet. J'ai continué. Enfonçant mon genou, juste une fraction plus profondément, dans le dos de Jacques. Pour souligner mon propos. Il a laissé échapper un gémissement étouffé. Mon père est peut-être assez aveugle pour gober ton numéro de famille à bon marché, Maggie. Mais pas moi. La pièce est devenue absolument silencieuse. La fausse et brillante réputation de Elite Grappling était complètement mise à nu. Chaque gars debout dans cette pièce savait maintenant exactement qui payait pour les tapis sur lesquels il se trouvait. Le visage de Maggie a pris la couleur d'une cendre sale. Elle s'est mordue la lèvre inférieure si fort qu'elle a commencé à saigner. Mais elle ne pouvait absolument rien faire pour m'arrêter. J'ai baissé les yeux vers Jacques. Il était complètement mou, maintenant. Son torse épais bougeait à peine. Alors qu'il aspirait désespérément, des respirations superficielles et saccadées. Il ne lui restait plus une once de combativité dans le corps. Ai-je compté à voix haute. Le mot a fait écho sur les miroirs. Jacques a fermé les yeux fermement. Pleurant dans le vinyle. 2. J'ai maintenu la pression constante. Gravant ce sentiment exact d'impuissance. Directement, dans son cerveau. 3. Le crissement métallique et strident de l'alarme électronique du mur a soudainement explosé à travers la salle de sport. Signalant la fin du round de 5 minutes. J'ai relâché la clé de bras. J'ai déplacé mon poids. Soulevant la lourde semelle en caoutchouc de ma botte, de son dos. Et je me suis redressé. Une épaisse veine bleue palpitait sur ma tempe. Je n'ai pas pris la peine de baisser les yeux vers le déchet qui haletait sur le sol. Je lui ai tourné le dos. Le laissant s'étouffer sur sa propre humiliation. Et j'ai commencé à marcher vers le coin le plus sombre du tapis. J'ai enjambé l'espace. Marchant droit à travers le centre du tapis. Derrière moi. Jacques a roulé lourdement sur le dos. Il s'agrippait fermement l'épaule droite avec sa main valide. Remontant ses genoux vers sa poitrine. Il a laissé échapper une toux humide et grasse. Crachant un épais glavio de salive sur son précieux sol en vinyle bleu. Ses gémissements étaient faibles. Brisés. Et mêlés à des sanglots aigus et saccadés. Qui résonnaient sur le large mur de miroir. L'arrogant et grande gueule de petit prodige. Était actuellement recroquevillé comme une crevette bouillie. Pleurant ouvertement devant une douzaine de paires d'yeux. Cette humiliation publique, profonde. Allait le pourrir de l'intérieur. La douleur physique dans son épaule s'estomperait en quelques semaines. Mais, le souvenir écœurant d'avoir supplié pour sa vie. Sur son propre tapis. Le hantrait, pour toujours. La foule d'habitués de la salle a commencé à se disperser. Marcus Vance. Le gars, qui venait de tendre à Jacques une bouteille d'eau. Avec un sourire adorateur, il y a 5 minutes. A fait un pas rapide et nerveux, en arrière. Il a délibérément évité le regard larmoyant et paniqué de Jacques. Le reste des gars a gardé la tête baissée. Fixant les lattes du plancher. Comme si elles étaient soudainement devenues la chose la plus intéressante de la pièce. Le bruit fort et irrégulier des fermetures éclairs en nylon qu'on ouvre à la hâte a rempli le silence de mort. Alors qu'ils fourraient frénétiquement leurs affaires dans leur sac de sport. Personne ne voulait établir un contact visuel.
Personne ne voulait avoir quoi que ce soit à faire avec un gars qui venait de se faire plier en deux par une femme qui n'avait même pas pris la peine d'enlever son lourd manteau d'hiver. La fausse hiérarchie tacite d'Elite Grappling avait été complètement démantelée en moins de 60 secondes. Jacques a été laissé entièrement seul. Au bureau d'accueil, Maggie restait figée. Elle a fait un demi-pas hésitant en avant. Son instinct maternel, voulant désespérément courir sur le tapis pour cajoler son fils en larmes. Mais le regard dur et mort que je lui ai lancé a cloué ses bottes en cuir directement sur le sol. Elle a dégluti difficilement, sa gorge produisant un claquement visible. D'ici demain matin, mon avocat prendra officiellement possession de tout ce bâtiment, ai-je dit. J'ai jeté les mots nonchalamment par-dessus mon épaule, sans même tourner la tête pour la regarder. Vous pouvez faire vos bagages ce soir. Ou je peux remettre les images de sécurité des 30 dernières minutes directement au département de police. Maggie a mordu sa lèvre inférieure si fort qu'une fine ligne de sang sombre est apparue. Ses mains, parfaitement manucurées, tremblaient violemment, faisant vibrer le gobelet en plastique, toujours posé sur le bureau en bois. Elle a regardé, impuissante, à travers la pièce, regardant tout ce qu'elle avait volé lui glisser entre les doigts. Le faux prestige, les revenus confortables, les pulls en cachemire immaculé. Tout avait disparu, effacé par un seul morceau de papier et une articulation d'épaule verrouillée. Je l'ai laissé debout là, dans le silence froid et misérable, prise au piège, dans un cauchemar qu'elle avait construit de ses propres mains. J'ai quitté la lumière fluorescente, éblouissante, marchant lentement dans le coin sombre et poussiéreux, où Sophia se cachait. Ma petite sœur avait remonté ses genoux fermement contre sa poitrine, essayant de se faire aussi petite que possible. Son sweat à capuche gris, trop grand, engloutissait sa silhouette menue. Son corps entier tremblait violemment. Ses dents claquaient, même si la pièce était chauffée. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux bruns étaient complètement injectés de sang, nageant dans un mélange chaotique de peur, d'admiration et d'une incrédulité profonde et douloureuse. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère. La carapace froide et rigide que j'utilisais pour survivre, là-bas, dans la terre gelée, a finalement commencé à se fissurer. Je me suis arrêté juste devant elle. J'ai abaissé mon corps, lentement, tombant sur un genou, de sorte que mon visage soit exactement à la hauteur de ses yeux. Au lieu de parler, j'ai fait glisser mon lourd sac en toile de mon épaule, et je l'ai laissé tomber sur le sol à côté de nous. Il a heurté le sol avec un bruit sourd et doux. J'ai tendu ma main nue, attrapant la fermeture éclair en métal sur la poche latérale. Il était temps de mettre fin à ce combat. Je venais de poser un genou à terre, à côté de Sophia, lorsque mon téléphone a commencé à vibrer violemment dans ma poche cargo. Le bourdonnement soudain a coupé le silence lourd et gênant de la salle. Je l'ai sorti. L'écran fissuré s'est allumé, avec un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Robert Fletcher. Mon père. Maggie a dû appuyer sur le numéro de composition rapide, sous son bureau. À la seconde où elle a vu Jacques s'effondrer sur le sol, elle l'appelait toujours pour nettoyer ses dégâts. Sophia a fixé l'écran lumineux. Ses yeux se sont écarquillés, désespérés et pleine d'espoir, voulant toujours secrètement un père qui se précipiterait pour la protéger. J'ai fait glisser mon pouce sur le verre. J'ai accepté l'appel. Et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. J'ai posé le téléphone à plat, sur le tapis en vinyle bleu, entre nous. Amber. Qu'est-ce que tu fous, à la salle de sport? Sa voix a grésillé à travers le haut-parleur bon marché. Il avait l'air paniqué, essoufflé, et incroyablement agacé. Maggie vient de me dire que tu as cassé le bras de Jacques.
Tu es folle? Nous sommes une famille, Amber. Ne fais pas un scandale avec ça. Je suis en plein milieu de la conclusion d'un contrat. Pas une seule question sur Sophia. Pas un seul mot pour demander si j'allais bien. Ou pourquoi j'étais soudainement rentré à la maison, après 3 ans passés dans la poussière. Il ne se souciait que de la surface brillante de son faux foyer recomposé. Sa lâcheté était honnêtement beaucoup plus cruelle que le poids physique de Jacques sur le cou de ma sœur. Ma mâchoire s'est crispée. Les muscles de mon cou se sont tendus. J'ai plongé la main dans la poche latérale de mon lourd sac en toile. Et j'en ai sorti une épaisse pile de documents légaux agrafés. Famille, les jeux interrompus. Ma voix était complètement plate. Mais elle a tranché la pièce comme une lame de rasoir. Je me suis levé. J'ai fait 2 pas vers le bureau d'accueil. Et j'ai jeté la lourde pile de papier. Juste devant Maggie. Le papier épais a claqué contre le bois poli. Cette salle de sport a été hypothéquée en utilisant ma signature il y a 3 ans, ai-je dit. En me penchant pour que le téléphone sur le sol puisse capter chaque mot. Ce matin, j'ai remboursé la totalité de la créance douteuse en espèces. Le transfert de propriété est légalement contraignant depuis midi aujourd'hui. Maggie a regardé le tampon rouge vif du notaire sur la première page. Sa mâchoire s'est décrochée. La couleur a complètement déserté son visage. Son petit empire avait officiellement disparu. Écoute-moi très attentivement, papa, ai-je dit. En m'accroupissant de nouveau au-dessus du téléphone. Tu as détourné le regard pour que ta femme puisse utiliser ma prime de risque. Afin d'acheter des vêtements de marque pour son déchet de fil. Tu l'as laissé étrangler Sophia jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse sur ton sol. À l'heure actuelle, je suis propriétaire de ce bâtiment. Vous avez très exactement 24 heures pour vider vos poubelles. Ou j'appelle le shérif du comté pour les sortir de force. Si vous avez déjà eu à couper complètement les ponts avec un parent toxique. Qui a favorisé vos abus juste pour maintenir la paix dans sa propre maison. Je sais exactement à quel point ça fait mal. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous. Et laissez le mot finir dans les commentaires. Pour me faire savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Je n'ai pas attendu que mon père réponde. J'ai tendu la main et j'ai pressé mon pouce fort contre le bouton rouge. L'écran est devenu complètement noir. J'ai ramassé le téléphone. Et je l'ai enfoncé profondément dans ma poche. Coupant le cordon avec cette misérable maison. Pour toujours. J'ai tourné le dos au bureau de réception. Je me suis penché, et j'ai attrapé Sophia par le bras. Lève-toi, lui ai-je dit. On s'en va. J'ai attrapé Sophia par le haut du bras. La hissant sur ses pieds. Ma prise était ferme. J'ai laissé la chaleur constante de ma main appuyée à travers le fin coton de son sweat à capuche trop grand. Nous avons marché droit vers les doubles portes en verre. Pas une seule personne dans ce gymnase n'a bougé pour bloquer notre chemin. La lourde porte en verre s'est refermée derrière nous. Les épaisses charnières en métal se sont remises en place. Avec un clic final sonore. Coupant instantanément la musique rock assourdissante. Et l'odeur chimique écœurante des tapis en vinyle. La nuit glaciale de Chicago nous a frappés comme un mur de briques. L'air était sec. Et tranchant comme un rasoir contre mon visage. Mais il était pur. Pour la première fois en 3 ans, j'ai senti mes poumons s'étendre réellement. Chaque souffle que je prenais, ici dehors, m'appartenait. Complètement libre de leur dette toxique. J'ai guidé Sophia à travers l'asphalte sombre du parking vide. Nous nous sommes arrêtés devant le Ford F-150 rouillé. Que j'avais loué à l'aéroport. J'ai tiré d'un coup sec sur la lourde poignée en métal grinçante. Et j'ai ouvert la portière, côté passager. Elle est montée sur le siège en tissu usé. Ramenant instantanément ses genoux fermement contre son menton. J'ai claqué sa portière. J'ai fait le tour du capot. Et je suis monté sur le siège du conducteur.
l'odeur forte, du vieux cuir, et de la garniture humide et moisie. A rempli, la petite cabine. J'ai tourné la clé de contact. Le vieux moteur a toussé. Puis, a rugi à la vie. À la seconde où, les portières ont été verrouillées. La chute massive d'adrénaline a frappé Sophia, comme un train de marchandises. Son corps entier a commencé à trembler violemment. Sa mâchoire s'est serrée. Ses dents, claquant si fort qu'elle faisait un bruit de cliquetis rapide et sonore. Dans le camion silencieux. C'était une réponse biologique, pure. Son système nerveux redescendait enfin, d'un état de mort imminente. Et la chute soudaine des produits chimiques la déchirait de l'intérieur. Sa main pâle ne cessait de se lever nerveusement, frottant les contusions rouges foncées et laides qui se formaient déjà autour de sa gorge. Ses ecchymoses avaient exactement la forme des doigts épais de Jacques. C'était un contraste dégoûtant. Avec la cicatrice de balle, irrégulière et en relief, cachée sous le tissu lourd de l'épaule de ma veste. Nous portions toutes les deux de profondes cicatrices physiques. Mais les miennes avaient été gagnées en protégeant les gens. Les siennes lui avaient été infligées par les personnes qui étaient censées la protéger. J'ai tourné le bouton du chauffage, à fond. Au maximum. Je suis désolé, a soudain chuchoté Sophia. Sa voix était complètement brisée. Elle sonnait rauque et éraillée. Ses cordes vocales étant encore fortement enflammées. Pour avoir été écrasée. Je me suis figé, à nouveau. Elle s'est étranglée. Essuyant une larme de frustration sur sa joue. Je suis juste trop faible. Papa a raison. Je ne suis qu'une psychopathe inutile. Mes mains ont serré le volant fissuré. J'ai serré le plastique dur, si fort que mes articulations sont devenues complètement blanches. C'était ça, le vrai poison, dans notre famille. L'abus physique était grave. Mais la manipulation psychologique était mortelle. Mon père et Maggie avaient passé des années à injecter ces mots toxiques directement dans son cerveau. Ils avaient réussi à conditionner une victime de traumatisme sévère à s'en vouloir pour ne pas avoir riposté contre son agresseur. J'ai poussé le levier de vitesse sur le parc. Et j'ai tiré violemment le frein à main lourd. Il s'est verrouillé en place. Avec un son de cliquet, fort et agressif. Des mots doux et vides. Comme « ça va aller ». Ne fonctionne pas, sur un cerveau piégé. À l'intérieur d'une boucle de SSPT. Les personnes qui ont réellement dû arrêter l'hémorragie dans la saleté savent que le réconfort a bon marché ne sauve pas une vie. Vous devez ramener brusquement le cerveau à la réalité présente. J'ai passé une main par-dessus la console centrale, attrapant la sangle en toile épaisse de mon sac de sport sur le siège arrière. Et je l'ai tiré vers l'avant. J'avais besoin d'un ancrage physique pour la sortir des ténèbres. J'ai fouillé dans le compartiment latéral de mon lourd sac en toile. La fermeture éclair en métal a raclé bruyamment dans la cabine silencieuse. J'ai sorti une bouteille d'eau en plastique non ouverte que j'avais achetée à l'aéroport des heures plus tôt. Elle était toujours glaciale, complètement couverte d'une couche de condensation glacée. Je me suis penché à travers la large console centrale. Sans demander. J'ai pressé le côté de la bouteille glacée directement contre les ecchymoses violet foncé. Sur le cou de Sophia. Sophia a halté bruyamment. Ses fines épaules ont reculé brusquement contre le tissu usé. Surprise par le froid mordant et soudain. Mais presque instantanément. Les tremblements violents dans ses mains se sont arrêtés. La température intense a choqué son système nerveux, forçant physiquement son cerveau à redémarrer et à briser la boucle du traumatisme. Elle a cligné des yeux, fortement, fixant aveuglément le tableau de bord. Sa respiration rapide et superficielle a commencé
à ralentir. Passant à des inspirations d'air, plus profondes et plus régulières. Elle a levé les 2 mains. Et a attrapé la bouteille. Tenant le plastique froid, fermement, contre sa gorge. Comme une bouée de sauvetage. Écoute-moi, ai-je dit. Ma voix était basse, régulière, et complètement plate. La peur n'est qu'un réflexe biologique. C'est exactement la chose qui maintient les gens en vie là-bas. Dans le monde réel. Là où la terre devient froide. Et où personne ne viendra te sortir d'un fossé. Tu ne t'es pas figé sur ce tapis. J'ai pointé un doigt calleux vers ses mains tremblantes qui tenaient l'eau. Tu as abandonné. Tu as combattu sa prise. Tu as encaissé la douleur physique. Et tu es sorti de ce bâtiment en respirant. J'ai vu des hommes adultes. Des gars faisant 2 fois ta taille. Abandonner, bien plus vite que tu ne l'as fait. Tu n'es pas une lâche, Sophia. Sophia m'a regardé, par-dessus la bouteille en plastique. Ses yeux bruns. De la même teinte exacte que ceux de notre mère. Étaient grands ouverts, injectés de sang. Et scrutateurs. Il y a une différence énorme. Entre se faire battre et abandonner, lui ai-je dit. M'assurant que chaque mot s'enfonce profondément dans sa tête. Et remplace les ordures que notre père y avait mises. Des gars comme Jacques, il y en a 13 à la douzaine. Ils existent partout. Ils calculent les risques. Et ils comptent entièrement sur le silence de la victime. Ils s'attendent à ce que tu t'en ailles ce soir. Que tu rendes ta dignité. Et que tu t'enfermes dans une pièce sombre. J'ai fait une pause. Laissant l'air lourd et sec du chauffage du camion. Souffler sur nos visages. Dehors. Le vent glacial de Chicago hurlait contre le pare-brise. Est-ce que tu vas abandonner, Sophia? Vas-tu laisser ces parasites gagner? Sophia a baissé les yeux vers la condensation glacée qui s'égouttait de la bouteille en plastique. Et qui imbibait le tissu de son sweat à capuche gris. Elle a dégluti, difficilement. Le souvenir de Jacques pleurant comme un enfant battu sur son précieux tapis en vinyle. Était frais. L'image de Maggie. Dépouillée de sa fausse richesse. Et complètement impuissante, derrière son bureau en bois. Était gravée en permanence, dans son esprit. La véritable force n'était pas un trait génétique magique. Ce n'était pas un rash-guard créateur, ou une grande gueule. C'était juste la physique. L'effet de levier. Et un refus plat, et obstiné, de rester à terre. La colonne vertébrale de Sophia s'est redressée. Contre le siège en tissu usé. Le poids lourd et suffocant. Qu'elle portait sur ses épaules, depuis son adolescence. Semblait enfin se fissurer. Sa gorge était fortement contusionnée. Et ça lui faisait mal, rien que d'aspirer de l'air. Mais quand elle a enfin parlé. Sa voix n'a pas tremblé du tout. Non, a-t-elle râlé. Elle a glissé sa main dans la poche avant de son sweat à capuche. Elle a sorti un paquet froissé et en sueur de vieux rubans adhésifs athlétiques. Et l'a laissé tomber sur le tapis de sol sale en caoutchouc. Près de ses bottes. Puis, elle a sorti un rouleau flambant neuf de rubans adhésifs blancs et épais. Son pouce a attrapé le bord. Rip. Le son net et agressif. De l'épaisse bande de coton qui se déchire. A résonné parfaitement. À l'intérieur de la petite cabine. C'était le son d'une ardoise complètement vierge. Je n'ai pas souri. Mais une paix tranquille et lourde s'est installée juste au centre de ma poitrine. J'ai mis le camion sur drive. Et j'ai écrasé ma lourde botte sur l'accélérateur. Le Ford rouillé a bondi en avant. Découpant un chemin lumineux. À travers l'obscurité glaciale. Et nous n'avons plus jamais regardé dans le rétroviseur. Merci beaucoup d'avoir écouté notre histoire d'aujourd'hui. Et jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Et au revoir.